on va regarder, comme vous l'avez demandé, le débat Militer à gauche sur Twitch avec Dr Zoé, Ribot dans la sauce et le Moicast. Let's go. Militer sur Internet, ce n'est pas du vrai militantisme, c'est ce qu'on peut entendre dans la bouche de beaucoup, même du camp progressiste. Pourtant, les influenceurs et influenceuses de gauche pèsent dans la bataille culturelle menée contre les néolibéraux, les racistes, les sexistes. Les sexistes. Vous arrêtez les sexistes là. Pardon. Avec moi pour en discuter, Dr Zoé, bonjour. Salut. Salut Zoé. Bonjour. Bonjour. Tu es médecin généraliste, tu parles de politique, de féminisme, de lutte contre les VSS. Tu fais partie de la PA du team, avec qui tu fais des streams réguliers. Ça me fait bizarre de pas la voir me regarder directement dans le fond de mon âme. Je vous avoue, hein, c'est rare de la voir regarder ailleurs que dans le fond de mon âme. Bonjour Samo. Salut. Ça va? Ouais, ça va très bien toi? Ça va très bien, tu fais des podcasts, des vidéos, des Je l'aime bien moi le Moicast. Je l'aime bien, c'est un chic type en vrai. Et enfin Ribot dans la sauce de ton pseudo en entier. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va très Ribot dans la sauce. En fait, non mais je l'aime bien aussi, mais en vrai, c'est Ribot évite toutes les sauces possibles. Ribot, jamais... Ribot, évitons les sauces. Récemment, il s'en est pris une. Pourquoi? Parce qu'il était héritier, il vient d'une famille bourgeoise, c'était ça la sauce. En vrai, c'est pas une sauce. En fait, c'est une sauce si t'es un bourgeois anxieux et que tu le prends comme une sauce, mais en vrai, c'est pas une sauce. Ah, c'est rien. Ah, Kirk, pour Charlie Kirk. Ouais, moi, j'appelle pas ça une sauce, en vrai. À la limite, troublante, elle s'est pris une sauce. Pour le coup, elle s'est vraiment pris... Enfin, il y a des conséquences, quoi. Mais Ribot, ça va. À part se prendre un Twitch gauchiste. Enfin, je veux dire, rappel, si vous appelez ça une sauce, on est censé en prendre une 10 fois plus sévère pour les extraits qu'on a fait, moi et Elias, avec Norman Ajari. On pouvait plus, que t'étais fatigué de la politique, que t'en avais marre. D'abord, est-ce que ça va mieux? Est-ce que t'as retrouvé un petit peu d'espoir, un petit peu de motivation? Ouais, alors j'étais pas fatigué de la politique tant que ça, c'est plus que j'ai beaucoup trop streamé ces derniers temps. Parce que... il a fait un burn-out. Ah, du coup, le mec qui est de l'UMA, il regarde les streams. Ok, les journalistes de l'UMA, ils regardent les streams du Moicast, de Ribot, et du coup, ils évitent tout sauf Zawa. Je pense que c'est tout sauf Zawa. En fait, c'est quand ils voient un stream de Zawa, c'est comme une course d'obstacles. Il y a eu le Z-Event ce week-end auquel j'ai participé. D'ailleurs, ça peut être un sujet intéressant pour parler de faire véhiculer les idées de gauche sur Twitch. Parce que le Z-Event, pour ceux qui connaissent pas, c'est un immense événement avec tous les plus gros streamers mainstream. C'est un événement caritatif. Et là, c'était pour lever des fonds pour tout un tas d'associations en rapport avec la santé. Et donc du coup, j'ai décidé de participer. Et donc j'ai streamé 35 heures en une semaine. Franchement, moi je comprends pas pourquoi il y a participé. Si ce n'est que d'avoir l'impression de mettre les pieds un peu dans le milieu mainstream, peut-être se faire des contacts, des connexions. Mais moi je trouve pas ça très respectueux de faire ça à distance. En mode vas-y lance ton stream et démerde-toi. Je sais pas. Il aime la réussite. Non mais je sais pas. Moi c'est juste cette initiative là. Je vois pas pourquoi. Tu vois. Alors à la limite on pourrait faire nos propres événements. Tu vois. Si on tient vraiment à faire quelque chose, on peut. Vous êtes dur. Ça a rapporté pas mal d'argent les streamers à distance. Oui. Non mais je dis pas le contraire. Mais c'est un peu. Je veux dire si tu veux faire le The Event autant être sur place. Tu vois. Je sais pas. C'est un peu bizarre d'être un peu le petit qui reste à distance et tout. Tout le monde fait la fête. En fait, le The Event est un événement qui met une hype parce que tout le monde est réuni dans un même espace. C'est vraiment ça le principe. C'est à la base, ça vient de la ZLAN. Et une LAN, c'est précisément la condition de on est tous dans le même espace pendant des heures. Donc faire le The Event à distance, je trouve ça un peu miskin, tu vois. Genre moi, je l'aurais pas fait, vraiment. Et après, cette année particulièrement parce que c'est bien d'aider des associations sur le truc de la santé, mais politiquement, pour nous, ça serait valoriser un truc caritatif, précisément dans un truc où tout notre discours consiste à dire que l'État ne fait pas son travail. Le caritatif vient pallier aux déficiences de l'État. Enfin, c'est comme quand je parlais tout à l'heure des Restos du Cœur. Ce n'est pas un succès que les Restos du Cœur distribuent autant de repas. C'est un succès du point de vue humain, mais du point de vue en fait, c'est juste révélateur de la plus grande pauvreté de notre société, de plus en plus de SDF et tout. Sincèrement, c'est pas un truc dont on peut simplement se réjouir, tu vois. Il faut le déplorer aussi, le fait qu'on fasse autant appel à du caritatif. Donc à ce titre-là, c'est bien de participer, c'est bien, mais bon, c'est pas trop en accord avec notre discours, quoi. Toi, comment tu la vis, cette période, cette séquence politique et sociale? Bah là, il y a un mouvement social, énorme là qui est en cours. Bayrou vient de démissionner. Donc attends, rappelle la date. Le 13 septembre, ok. Non, le 10 septembre était passé. Il y a eu la fête de l'UMA après, oui, c'est ça. Le 18 n'était pas encore arrivé. Et le 21, il faut le savoir, a été un grand mouvement. Le 21, ça a flop. Non, ça a été un très grand succès populaire. Les chaînes d'infos en ont parlé. Non, mais en vrai, je suis méchante. Mais c'est juste que moi, ce qui m'a énervé, c'est de me faire avoir.
Ça veut dire que le 21, à un moment, j'en parlais vraiment comme un truc en mode ah, il se passe un truc le 21. Et en fait, non, je me suis pas rendu compte que c'était un peu un épiphénomène proposé par la Pas du Team et leur relais qui s'appelle Indignons-nous. Je sais plus comment ça s'appelle. Indignez-vous. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, après, c'est bien qu'ils tentent de faire une initiative. Mais ils jouent aussi un peu sur le fait de... Je sais pas, en fait, ils ont voulu être un épicentre d'une nouvelle vague. Et je leur reconnais que c'est intéressant de tenter de le faire, mais ça a été un flop, quoi, faut le dire, voilà. Il y a eu un 21, bah il y a eu, je sais pas, 2-3 personnes sur des places, quoi. Non, mais en vrai, ils ont tenté quelque chose, ça, faut respecter. Après, je sais pas... Faut soutenir, et si ça marche, cool, sinon tant pis, on recommence. Ah ouais, mais de toute façon, là, on va être piégé dans l'intersyndicale, qui a encore voulu discuter avec le Cornu, alors qu'on sait très bien que ça sert à rien. Ils ont fixé une nouvelle date. Pas où ça va, hein, vraiment. Mais désolé, c'est vrai que je ne cotise pas à la CGT. Je devrais éviter de m'exprimer, c'est vrai. Intersyndicale qui trahit comme d'hab. Bah, ils sont hors sol surtout. Hein. Au-delà d'une trahison, c'est qu'ils sont complètement hors sol, ces gens. Hein. Je veux dire, les syndicats au local prennent des initiatives sans passer par l'intersyndicale. Voilà ce qui se passe de plus en plus. Le problème, c'est que l'intersyndicale est censée les connecter et qu'elle le fait, mais de la pire manière. Donc, ils sont pas connectés, mais du coup, ils le font. De toute façon, vous voulez notre avis à nous, la Zawa, ce qui s'est passé avec le 10 et le 18, on a fait une émission. On a invité le porte-parole de Solidaire. Donc voilà, vous pouvez aller voir. On lui a posé plein de questions. Et il n'a pas répondu à toutes les questions. Globalement, il était cool. C'était un plaisir de discuter avec lui, mais il a quand même visqué certains trucs un peu, quoi. On a plein de petits groupes, d'ailleurs, que je salue, parce qu'en fait, tout ça, c'est du travail collectif. Qui se sont constitués, qui se mobilisent, qui sont dans les manifs, qui vont dans les entreprises. Tout ça, le but, c'est d'aider les travailleurs à faire grève, d'aider les gens à se mobiliser. Donc voilà un peu comment nous on voit un peu notre action politique sur Internet. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de piquet de grève quand même cette année. Vous vous souvenez, truc de stream là, piquet de grève, piquet de stream là, machin. Ah, ça aurait pu être fait, hein. Mais c'est peut-être parce que les personnes qui étaient un peu à l'initiative du truc sont soit plus là, soit cancel. Peut-être un des éléments de réponse. C'est vraiment un pont à faire entre, on va dire, le travail d'hégémonie culturelle qu'on a envie de faire avancer les idées de gauche, que ça soit pas aussi que la droite et l'extrême droite qui parlent, parce qu'il faut aussi partir de ça. Internet a été très 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 investi par la droite et par l'extrême droite, oui. Notamment à la fin de la décennie 2010. Bien avant ça. Là, elle parle du contexte français, mais faut parler d'une internationale fasciste en matière de comment dire, de réseaux sociaux. Le Gamergate, c'est pas la deuxième moitié des années 2010. Hein. Et bien avant ça, les stratégies de Milo Yiannopoulos, de Breitbart, les premières compilations SJW, même si à l'époque c'était pas comme ça qu'on appelait ça, tout ça prend racine courant 2000, hein, bien avant. Hein. Mais c'est vrai que chez nous, ça arrive avec la dissidence. En fait, leur vraie percée, c'est la dissidence. C'est l'arrivée de Raptor Dissident, de Valek, de Papacito. Même si Papacito était pas dissident, mais c'est plutôt Valek, Raptor et tout. C'est vraiment leur moment leur incursion sur les réseaux, c'est vraiment à ce moment-là. Et avant ça, il y avait eu Alain Soral. Faut pas l'oublier. Et c'est pas fin des années 2010, Alain Soral. S'il y a des ex-soraliens dans le chat, hein, alors déjà, sachez-le, je m'en bats les couilles que vous soyez des ex-soraliens, je vais pas vous prendre la tête en mode ah, vous avez les germes du mal dans votre tête. Ça vous regarde. Même si sur Pas du Ring, on insiste un peu parce que c'est quand même drôle. Mais c'était quelle période qu'il a commencé à bien marcher, Soral? C'est à partir de quelle période? Est-ce que quelqu'un aurait un peu une date? 2007, 2010, 2007, entre 2000 et 2010, 2007, 2006, 2007. Ça donne un ordre d'idée. Hein. Pour moi, Soral, c'est l'un des précurseurs. Hein. En matière de réseaux sociaux, c'est l'un des précurseurs de l'extrême droite. Hein. Après, c'était une certaine extrême droite. Aujourd'hui, on l'a plus. Hein. C'est plus la même. Hein. Soral, c'était quand même antisémite, pro-Palestine, en étant antisémite. C'était une autre méta quand même. Et puis, jouant sur des affects assez populistes. C'est vraiment un national-socialiste au sens nazi, quoi. Mais au sens national-socialiste. Le GUD, par exemple, c'est une droite plus proche de Soral que la nouvelle droite. Ouais. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que le GUD, ils sont aussi assez proches de Frontières. L'autre fois, on avait vu l'article, là, sur une des journalistes. Son copain était lié au GUD, tu vois, à des GUDA. J'ai l'impression que Frontières, ils sont quand même pas mal connectés au GUD. De toute façon, le GUD n'existe plus, donc aujourd'hui, ils sont dans d'autres formations. Moi, à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'actualités. Et comme ce que disait Ribot, c'est qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, en fait. Ah ouais? En fait, quand tu fais ça vraiment tout le temps, tous les jours, et qu'en fait, tu
te fait engrainer un peu parce que ta communauté elle a envie, et puis il y a un côté un peu quel punchline tu vas sortir et tout machin, donc c'est vrai que c'est un peu ça peut être un peu difficile. Et donc ouais, moi je me suis un peu calmé sur l'actualité chaude, mais c'est vrai que la séquence actuelle forcément je l'ai traitée parce que Macron on n'en peut plus, on n'en veut plus non plus. Après là on est à la rentrée, quand il parle actualité, il parle quand même du fait de s'être tapé les 2 mois de juillet-août qui en termes d'actualité était un peu désespérant. Donc c'est sûr que ça provoque une fatigue, mais je pense que tu poses la question en novembre ou en décembre à un streamer, il te dit pas la même chose sur l'actualité, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça qui joue, mais ok, lui ça le fatigue l'actualité, ok. C'est vrai que ça peut être fatigant parce que tu dois toujours avoir la tête dans le guidon, lire des articles, te tenir informé, et en fait à chaque fois qu'une nouvelle news débarque, bah il faut refaire un travail de fond, faut essayer de réviser, genre par exemple je sais pas, Sarkozy, bah faut se retaper potentiellement un résumé de l'affaire pour pouvoir en parler, etc. Ou alors par exemple regardez Cassandre quand il prépare un sujet sur le tueur de Charlie Kirk, le temps de préparation c'est toute une après-midi je pense, tu vois. Donc ça, quand on fait sur l'actualité, ça demande quand même de pas mal bosser. Alors que quand on s'appuie sur des contenus qu'on connaît déjà pour développer dans des grandes lignes du contenu, enfin un truc qu'on connaît bien, c'est vrai que c'est un peu plus calme et c'est un peu plus agréable quand même, c'est vrai. Alors par exemple typiquement je sais pas, quand moi je fais un react en mode transidentité dans le monde et que je fais un best-of, je suis à l'aise, j'ai presque pas besoin de réviser, quoi. Ça fait des années que je parle de ça. On va regarder un petit extrait justement d'un de tes contenus. Ouais, c'est toujours la peur, ça. Dans quelle situation ils vont me mettre? On regarde un tout petit extrait de Samo et on en parle après. Ce que je pense, les voyages touristiques, c'est un peu la continuation d'une dynamique de conquête. C'est-à-dire que les touristes blancs, européens, occidentaux, ils vont consommer les territoires. Il faut consommer des territoires qui sont marqués par une histoire coloniale, très souvent. On sait très bien, si le pays dans lequel tu vas n'a pas une langue qui porte le nom du pays, c'est qu'il y a un problème, il y a une histoire coloniale derrière, tu vois. Et donc ils vont dans ces territoires, ils s'y imposent, ils profitent du fait que ces territoires ont besoin aussi de leur capital, de leur apport en capital pour pouvoir fonctionner. Souvent c'est des territoires qui marchent beaucoup sur la question du tourisme parce qu'ils ont des paysages, ils ont construit aussi toute leur économie autour des hôtels, des loisirs touristiques. Et donc ils arrivent en terrain conquis et sans avoir la conscience du passé de ces territoires et des difficultés présentes dans les territoires. En fait, là où j'aurais des choses à rajouter, c'est qu'il y a une analyse de classe et donc de période à analyser dans le tourisme. Ça veut dire que ce type de tourisme, ça existe beaucoup pour les bourgeois. Ça a toujours existé pour les bourgeois pendant très longtemps. Et c'est juste que pendant la période du capitalisme américain et du développement de la classe moyenne, ça a été une accessibilité pour tout un nouveau public qui a vécu la chose de manière aussi très naïve. Et c'est pas pour les dédouaner, hein. C'est qu'évidemment, il y a un imaginaire, imaginaire nord-sud, impérialiste, colonial là-dedans. Mais il faut s'intéresser au public quand même. Au nouveau public qui est la nouvelle classe moyenne qui a pu accéder à ça. Et qui aujourd'hui n'y accède plus, parce qu'il faut le noter. Aujourd'hui, ça se réduit, le tourisme se réduit drastiquement. Il y a des tas de gens qui pouvaient se payer un voyage au Maroc ou un voyage en Thaïlande. Aujourd'hui, ils ne le peuvent plus. Ça redevient une population très petite, en fait, qui peut se permettre ce type de voyage. On comprend en regardant cet extrait, tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui tourne autour de l'histoire décoloniale, du colonialisme, les relations entre le pouvoir et ses anciennes colonies, etc. Ouais. Pourquoi t'as choisi de parler de ça? Question un peu bateau, mais pourquoi t'as choisi de parler de ça? En fait, c'est un truc qui m'a rattrapé dans ma vie quand j'ai eu 28 ans. Ça me fait rire la question. Pourquoi tu parles d'histoire décoloniale? Bah déjà, première réponse, tu es noir. Ça a déjà un certain impact dans ta vie. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, moi je suis guadeloupéen, j'ai des Antilles, mes parents sont des militants politiques là-bas et tout, ont été pendant longtemps. Et j'ai ça en moi. Donc j'ai voulu parler de cette histoire-là, à travers... Je connais pas son histoire, lui. Dans mon podcast, j'ai fait un documentaire aussi à ce sujet. Et puis sur Twitch, au départ c'était vraiment parler à ma communauté, parler aux gens qui sont ultramarins, qui sont noirs et qui se reconnaissent pas sur internet, ils trouvent pas de contenu. Est-ce qu'un prolo français au Maroc n'est pas en position de domination au Maroc? Bah par rapport aux autres prolos marocains, mais pas spécialement par rapport à la bourgeoisie marocaine. Enfin, c'est relatif, quoi. Enfin, oui. De toute façon, le monde est mondialisé. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les échanges, les voyages, c'est complexe maintenant. Mais reste qu'il faut analyser que ça a été ouvert à une classe moyenne à une époque et que c'est en train de se refermer. Le pouvoir d'achat baisse et globalement, regardez, tout l'été, on n'a pas arrêté de nous balancer des stats en mode regardez le nombre de personnes qui ne partent plus en vacances. Et la proportion augmente drastiquement. Bah oui, mais donc les voyages aussi augmentent. C'est-à-dire que ceux qui voyagent quand même et qui ont encore les moyens de le faire
ne voyagent plus aussi loin, ne recherchent plus le frisson exotique. Ils vont se rabattre sur le camping au Cap d'Agde, des trucs comme ça, tu vois. Moi, par exemple, je suis médecin, mais je suis aussi militante. Je suis de gauche, je suis communiste. Et ça a été compliqué pour moi quand je faisais mes études de médecine de me reconnaître dans les gens qui faisaient mon boulot, de voir, tu vois, à l'hôpital comment le racisme il peut intervenir dans le soin, comment le capitalisme a aussi un impact dans le soin. Un impact. Je dirais même, c'est la matrice même. Donc t'as vraiment cette fonction-là d'internet de pouvoir diffuser ce truc-là et de pouvoir aller chercher. Et là, tu vois, l'effet concret, c'est que là, je me suis baladée dans la fête de l'UMA cet après-midi et j'ai croisé plein de jeunes soignants et notamment de jeunes médecins qui m'ont dit ça m'a fait du bien de t'entendre, de t'écouter. En fait, je me sens moins seule dans ma fac de médecine où il y a que des droitards et tout. Moi, je pense, vous savez ce que je pense du féminisme de Zoé, j'ai pas besoin de... Mais par contre, Zoé est très pertinente quand elle a parlé de santé, quand elle a parlé de soins. Désolé, mais je suis pas juste là pour attaquer à la jugulaire tout le monde. Faut lui reconnaître ça, vraiment. Genre, elle en a bien parlé, ça a dû faire du bien à des gens, oui, voilà. Juste mordre les mollets. Non, aujourd'hui, c'est mood Guili. Juste des Guili. C'est tout, je vais pas mordre, ça va. Père fondateur de la gauche internet, quasiment, en vérité. Juste... Oui, donc là, il parle d'Usul. Justement parce qu'il est arrivé à un moment donné où il y avait que la droite et l'extrême droite, et là, on parle de Alain Soral et compagnie, quoi. Non, il n'y avait pas que la droite et l'extrême droite à cette époque-là. Il y avait Alain Soral, mais il y avait surtout énormément de geeks et un peu de gauche vulga qui n'était pas encore développée. Enfin, gauche vulga. Vulga, soft gauche sous-texte. Et oui, JVC, il y avait beaucoup JVC. Donc de la droite. Non, mais arrêtez. Non, mais bon, on va pas faire le jeu des boîtes non plus. Le milieu de la vulga YouTube était de gauche. Mais genre de gauche comme Nota Bene où ils vont parler de Dany. C'est vrai qu'il y avait Dany. Dany, lui, il a lancé avec Usul l'initiative On vaut mieux que ça. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que ça leur a pas plu. Mais Manon Bril, oui, voilà, je pensais à Manon Bril. Et à chaque fois, ça me fait penser à Manon Brecht. Manon Bril. Elle m'apprend des trucs sur l'histoire, Manon Bril. Et Usul, il est arrivé, justement, il a bousculé un peu ce truc, il a ouvert une porte dans laquelle... Bah là, en fait, Ribot, désolé, mais c'est pas vrai. Là, tu es en train de mélanger les dates. Si c'est vrai, bah non. À l'époque, c'est encore calme. Il y a Alain Soral et tout, mais il n'y a pas encore la percée de... Justement, elle a raison, Zoé, qui d'ailleurs me fixe dans le fond de mon âme à nouveau. Zoé, arrête, j'ai rien dit. J'avais pas remarqué. Elle me terrifie. Pardon, je vais essayer de bien m'exprimer, Zoé. Mais oui, là où elle a raison, c'est que oui, fin des années 2010, c'est là vraiment qu'on a les dissidents, qu'on a l'explosion de nombre de contenus, de chaînes, Lapin Taquin, Valek, Sanglier Sympa, tout le roster apparaît à cette époque-là. Et donc c'est cette période-là où on peut dire qu'il y avait vraiment une multitude et qu'il y avait vraiment l'extrême droite qui était arrivée, qui avait pris la place et tout. Désolé, mais l'apparition d'Usul, c'est pas dans cette période. C'est l'apparition d'un certain Usul. Usul, à cette période, c'est Mes Chers Contemporains ou c'est le début chez Mediapart. Mais Usul 3615, c'est pas Usul versus l'extrême droite partout, tu vois. C'est tous des gosses du Raptor. Ouais, oui. Mais du coup, enfin, désolé, mais je dis pas une connerie. Là. Genre, je connais bien mon internet. Je m'en rappelle bien. Il parle d'une époque antérieure à ça. Il parle de l'époque 3615. Oui, mais à l'époque 3615, dire que l'extrême droite était partout sur internet, c'est faux. Désolé. Parfois, c'est aussi des gens qui consomment du Twitch, qui n'ont pas forcément une vie militante ou sociale très très développée. Et bah du coup, ils viennent sur mon live, ils disent voilà, tu te dis les termes. T'es là, tu te fous de la gueule de Retailleau, t'as un discours carré derrière, et ça fait du bien parce que ça transforme un petit peu cette souffrance qu'on a à suivre l'actualité au jour le jour. En un espace où on se sent bien et on arrive à se compter un petit peu, ou en tout cas, on se sent bien, quoi. Ouais, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec lui. Mais c'est l'expérience de tout le monde, quoi, sur Twitch, c'est vrai. Effectivement, il y a des moments où je suis en mode genre j'en peux plus de parler de l'actualité, j'en peux plus de réagir aux prises de parole de nos politiciens parce qu'ils sont tous atroces, quoi. Enfin, pas tous, mais on parle de la droite en tout cas. Et bah du coup, moi, j'arriverais peut-être pas à tenir, peut-être que je me... C'est le métier, Ribot, faut s'endurcir un peu. C'est le métier, hein. Et donc ça crée un espèce d'espace communautaire qui permet de tenir, se serrer les coudes, être entre nous, pouvoir réfléchir entre nous aussi. En fait, bon, si j'étais méchante, je dirais que moi aussi, hein, ça me fatigue, mais j'ai pas de plan B. j'ai pas un patrimoine. Donc globalement, ce qui me réjouit, c'est de me dire j'ai beaucoup de chance. Donc pendant quelques secondes, je suis en mode putain, c'est badant quand même de s'exposer à autant de choses badantes. Et après, je suis en mode j'ai trop de chance. Let's go. J'ai un métier de fou. Je suis trop heureuse. Let's go, les morts à Gaza. Wouhou. La transphobie. Wouhou. L'extrême droite, ils veulent me tuer. Ils font des menaces de mort. Let's go. J'ai jamais eu autant de buzz. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal à voir le débouché politique derrière. Et ça fait se poser des questions. Mais du coup, on en réfléchit tous ensemble. Et le fait d'être sur Twitch en direct,
Après, le débouché politique, c'est parce que c'est une certaine abstraction, le rapport que tu as aux gens sur Internet. Mais pour te dire, Ribo, parce que toi, t'as peut-être pas l'occasion souvent d'en croiser, peut-être à la fête de l'UMA, t'as pu croiser des gens beaucoup plus que d'habitude, mais vu qu'on a fait des awashos et tout, nous, on a beaucoup plus ce truc-là, on a vraiment aidé des gens dans leur vie. Hein. C'est vrai que des fois, ça fait du bien de les rencontrer pour ça, hein. C'est que les gens te parlent et ils sont vraiment en mode « Ah bah, à telle période, je vous ai regardé, j'étais au fond du trou, vous m'avez aidé. » Et c'est toujours un peu bizarre de recevoir ce genre de compliments. Mais voilà l'effet concret qu'on a. C'est un débouché politique. Voilà. Alors peut-être que c'est pas des masses que t'arrives à mettre dans la rue et tout. Ouais, mais c'est pas grave, t'as transformé quand même la vie de certaines personnes, quoi. Tu les as fait changer de perspective sur les choses. Ça, c'est très important. Très important. C'est un travail discret, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail, quoi. Genre, c'est... Ma take, c'est que le stream participe au travail du Caire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, c'est un travail du Caire assez négligent, quand même, parce que vous êtes des pseudos. Des fois, je me fous de votre gueule alors que vous allez pas bien. Bon, si j'étais du Caire... je serais du très mauvais Caire. Mais je peux comprendre. Est-ce qu'il y a un côté un peu plus horizontal, un peu plus éducation populaire qu'on peut l'avoir avec YouTube où c'est on crée sa vidéo tout seul de ce côté, on la publie, puis ensuite les gens réagissent. Et est-ce que toi aussi t'es sensible à ça, ça a ce côté un peu plus horizontal de... Ah bah oui, avoir un chat, discuter avec les gens, c'est merveilleux. Bien sûr. Twitch. Ouais, complètement. Et puis de toute façon, c'est tellement cheaté. Regardez, les youtubeurs, ils sont là à se prendre la tête. Waouh, il faut que je fasse une vidéo, tel budget, il faut que ça soit impressionnant. Et du coup, ils sortent leur vidéo, elle fait pas beaucoup de vues. Ils sont en mode putain, comment je m'y retrouve financièrement? Je suis monté de Linguisticae, je ne peux pas parler des trucs de Gaza. Et encore, lui, je suis méchante de dire ça parce qu'il est sur Twitch. Mais ce que je veux dire, c'est le cheat code. C'est que regardez, moi je fais un stream, il y a peut-être 2 best-of en un stream. Hein. Et cette vidéo, elle fait autant de vues qu'un truc de montée. Non, j'abuse. Mais elle fait déjà pas mal de vues. Il y a un cheat code. En fait, il y a juste besoin de faire un monteur, couper un peu, et voilà, c'est bon, ça part. Genre là, la chaîne YouTube, je l'ai lancée il y a 2 mois. En 1 mois, elle a fait 900 balles. Mais après, tant mieux, hein, c'est parce que ça va directement dans la poche du monteur. Touche pas un pourcentage? Bah non. C'est hors de question. D'abord, il faut qu'il se paye bien. Hors de question que je touche un pourcentage. Tant qu'il n'est pas bien payé, il n'est pas question de ça. Tu touches rien, mais t'auras farm. Bah en fait, le jour où la chaîne YouTube, elle génère pas 900 par mois, mais peut-être 2000 ou 3000, bah oui, il va bien se payer, et puis ensuite, on va commencer à mordre dedans. Et je vais peut-être me faire augmenter, parce que pour l'instant, je suis au SMIC. Donc, il y a aussi ça. C'est de la valeur, on génère de la valeur, voilà. On est pris au jeu de la création de valeur, nous aussi, quoi. Au bout d'un moment, c'est tout, hein, le monde fonctionne comme ça. Est-ce qu'on t'apporte quelque chose, Moufette? Bah pour le vérifier, tu peux appuyer sur le bouton violet, là, hein. Il est marqué abonnement offert, truc comme ça. Non, en vrai, bien sûr que vous m'apportez quelque chose. C'est genre, moi, si j'aime être là et discuter avec vous, c'est parce que j'expose mes réflexions, vous travaillez mes réflexions, et en plus, vous n'êtes pas un chat... Tu sais, en fait, la relation que j'ai développée avec mon chat, c'est pas celle de « vas-y, je banne tous les gens qui m'énervent, du coup, j'ai que des suceurs. Merci, équipier polyvalent. » C'est-à-dire que je sais que dans mon chat, il y a des gens, des fois, ils cherchent vraiment à me rentrer dedans, tu vois. Et ça me fait du bien. Et ça me travaille. Et du coup, ça me rend meilleur, tu vois. Parce que je fais plus attention à ce que je dis. Et vous apportez de la réflexion à ma réflexion. Donc, en fait, c'est collectif. Hein. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est quand tu viens pas forcément pour au départ trouver du contenu politique. Et que parce que on a un espace d'expression, qu'on se pose des questions, qu'on se challenge les uns les autres entre le chat et le streamer. En fait, on ouvre des sujets, on ouvre des débats et on crée des espaces d'expression qui sont cool et sans filtre en fait. Faut voir jusqu'à où. Sans filtre, bon. Il y a des streamers, ça banne à volo dès qu'il y a des gens un peu en désaccord. Genre, oh, t'es de droite! Eh ben, va bien te faire enculer en fait. Voilà, tu l'as vu le ban. Oui, sans filtre. Ah, désolé, mais je pense que je bats quand même beaucoup de gens en matière de sans filtre. Hein. Il y a des énergumènes que je laisse vivre sur mon chat, ils sont spéciaux. Mais ça me fait plaisir, justement. Oui, voilà, message supprimé par Jean Massier, oui, espace sans filtre. Hein. Si jamais on dit une dingue, parce qu'on peut pas être formé à 100% sur tous les sujets, on n'est pas omniscient, on connaît pas tout. Est-ce qu'il y a pas aussi un peu un côté risqué de pas complètement maîtriser la parole? Sûr, c'est pour ça que c'est un exercice. Reconnaissez-moi ça. Je fais des blagues, j'essaye d'être drôle, je prends des risques, finis sur Twitch gauchiste, en streamant 10 à 15 heures par semaine, et je prends toujours le risque de dire de la merde. Hein. Et d'ailleurs, j'ai dit de la merde. Et d'ailleurs, vous me l'avez fait sentir parfois. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Quand tu fais des lives comme ça, politiques sur l'actu, est-ce que des fois tu te dis pas, ok, faut que je fasse un peu attention à ce que je dis quand même? Mais justement, en fait, moi je trouve que c'est sain. Le résultat inévitable de notre position de streamer à constamment travailler l'actualité, à constamment essayer de produire du discours, on est en train de s'intellectualiser. Ça veut dire qu'on est en train de prendre des postures qui sont celles habituelles des intellectuels. Sauf que l'un des problèmes des intellectuels, c'est qu'ils sont assez souvent hors sol, ils ont du mal à être connectés
à des gens, à des réalités. Et peut-être que nous, depuis notre chaise, derrière un écran, on l'est aussi, déconnecté, mais on l'est beaucoup moins parce qu'il y a des gens qui peuvent nous attraper la veste directement par écrit dans un chat. Ils réfléchissent trop, mais c'est pas une histoire de réfléchir trop, c'est qu'ils vivent dans une bulle. Et en fait, si nous sommes des intellectuels, nous sommes bien plus efficaces. Pourquoi nous sommes bien plus efficaces? Parce que la manière dont on se construit intellectuellement est sans cesse scrutée, réfléchie par vous, avec vous le chat, et c'est un échange, tu vois. Et à ce titre-là, c'est un travail beaucoup plus intéressant qu'un intellectuel de son côté. Donc après, je sais pas ce qu'on va devenir. Qu'est-ce que ça donnera dans 10-15 ans? Un Wissam, un Cassandre, un moi, un Ilyes. Comment tout cet exercice nous aura travaillé? Et peut-être même, est-ce qu'on sera encore vivant pour le faire? Ou est-ce qu'on continuera de faire ça dans 10-15 ans, tu vois? Mais globalement, si on est encore là dans 10-15 ans, je pense que le résultat va être très bon. Désolé, je me suce un peu la bite, mais c'est parce que l'exercice, il nous travaille vraiment. On évolue vraiment très vite. Genre, on évolue vraiment bien, en fait, je trouve. Et ça, c'est ce qui me rassure beaucoup avec Twitch. C'est que Twitch, je vois à quel point c'est instructif pour nous. Je vois à quel point on fait beaucoup moins d'erreurs, on est beaucoup moins hors sol et tout, voilà. Alors là, je suis désolée, je vais troller le débat d'emblée. Mais en fait, attention, nous, dans mon elle va troller. collectif, en réalité, ça fait quasiment 2 mois qu'on n'a pas streamé. Et en fait, on va supprimer notre chaîne Twitch. Ça, je comprends pas. En fait, la seule chose qui fait que je comprends, c'est que quand Paduring faisait des streams, pour enregistrer ses capsules, ça avait pas beaucoup de sens parce qu'en vrai, il avait juste un chat, il lui parlait pas, il enchaînait les capsules et globalement, il interagissait pas alors que la plateforme est un peu faite pour ça, tu vois. Donc, il perdait ce truc-là. Alors que, bah, je sais pas, moi, quand je fais un best-of, c'est organique. Il y a des moments où je rigole avec vous, le chat, et c'est dans le best-of, tu vois. Alors que Paduring, il a toujours balayé ça. Ça veut dire que l'interaction avec le chat dans le best-of est un parasite dans le best-of. Il est toujours parti de ce principe-là. Et de ce fait-là, son exercice sur Twitch a jamais été très sincère, tu vois. Toujours un peu à côté de la plaque du point de vue de l'interaction avec son chat. Et du coup, ça m'étonne pas qu'ils prennent cette direction. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont un ton très léché, tu vois. Ils ont vraiment envie de faire aucune erreur, ils ont vraiment envie d'être cadrés dans leurs propos. Et du coup, quitter l'exercice du stream, c'est quitter le risque d'être pris sur le fait du bafouillement, de l'erreur et tout ça. Ils veulent vraiment être réglo. Et du coup, c'est leur choix, voilà. Hein. Nous, on est un peu plus à la bonne franquette, on dit des conneries, on rigole. Et c'est pas la même vision, quoi. C'est sûr qu'on a une vision très différente là-dessus. C'est qu'en fait, nous, on part du principe que nos erreurs, nos bafouillements, nos blagues, nos trucs un peu edgy, interdits, ou même les moments un peu humains, tout ça fait partie d'un tout qui plaît aux gens, tu vois. Nous on mise là-dessus, parce que c'est le côté humain, tu vois. Et en ce sens-là, bah, pas du team, non, ils prennent pas cette direction. Le pago de Ilyes, et je l'ai acheté tout à l'heure, il me reste plus rien sur mon compte, je vais le boire tous les jours. Trop bon là, orange, carotte, citron, j'aime trop le mélange. Pourquoi on est venu à Twitch à un moment et pourquoi on s'en va aujourd'hui et pourquoi on est très content qu'il y ait du monde qui y reste d'ailleurs et qui a probablement plus de trucs à y faire que ce que nous on a à y faire. Ok. Nous quand Padu, qui est un de mes collègues, est arrivé sur Twitch, un de mes camarades, il est arrivé parce que il y avait une présence notamment de certaines chaînes d'extrême droite quotidiennes sur de la réaction, des vidéos d'une qualité extrêmement médiocre, hein, mais de gens qui juste parlent sur un sujet, en général en étant soit extrêmement raciste, soit extrêmement LGBTophobe. Alors moi je vais refaire l'histoire un peu plus honnêtement. Dany a lancé une chaîne de parodie de psychodélique. À l'époque, ça s'appelait Wocodélique. Sur Twitter, bien avant ça, il y avait plein de gens qui avaient un discours du type « Putain, pourquoi on n'a pas un psychodélique de gauche ?» Parce que c'est quand même redoutable. Traiter de l'actu tous les jours, balancer des anecdotes en mode « on se fout de sa gueule », juste des best-of en mode « Regardez, ce droitard est complètement con ». Et en fait, tout le monde était en mode « On devrait avoir des formats comme ça ». Dany l'a fait un temps en mode blague, et Paduring l'a fait premier degré sérieusement. Donc en fait, Paduring s'est inscrit dans les pas de ce que la gauche attendait, un peu un genre de psychodélique ou wocodélique de gauche, tu vois. Voilà. Et moi, je regrette beaucoup ce Paduring-là. En vrai, j'aimais beaucoup son contenu. Et ça me manque. Parce qu'aujourd'hui, justement, le ton un peu léché, polissé, sans erreur, sans tu sais, genre, je l'aimais bien dans l'exercice... petit con. J'aimais bien quand c'était un petit con. Et je trouve qu'il prend... Voilà, c'est leur choix. Ils prennent une direction beaucoup plus soft. Enfin, pas soft en termes de radicalité, parce que ça reste des gens radicaux, quand même, du point de vue politique, sur le curseur politique. Mais en termes de ton, ça devient très journalistique, très, très convenu, quoi. Et nous, en fait, à gauche, il y avait un espèce de truc de vouloir, justement, tu vois, être toujours très précis, avoir super bien bossé son sujet, faire un truc carré, etc. Sauf qu'en fait, ça, en termes de productivité, bah, c'est pas très efficace, quoi. Et du coup, lui, il s'est dit... Voilà. Et en fait, le problème, c'est pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi s'être dit que
c'était un problème de faire des capsules où juste des fois tu te fous de la gueule pendant 7 minutes d'un mec d'extrême droite et c'est drôle et voilà. Ou alors, je sais pas, tu fais une vidéo en disant ce syndicaliste est incroyable, je le suce. Mais c'est drôle, les gens aiment ça, c'est humain aussi en fait. Ça dépend ton cœur de cible. En fait, tu t'adresses, du coup tu changes de public. T'as pas envie de ratisser large en faisant des trucs un peu putaclic, rigolos. Tu vois, t'as envie de fédérer des militants, t'as envie de fédérer des convaincus. T'as envie d'être une nouvelle église et des nouveaux prêcheurs. Pourquoi pas? Et c'est un choix très différent du nôtre, je trouve. Enfin, très différent du nôtre. Depuis que Dany est parti, depuis que c'est Raz et Cassandre aussi qui tiennent aussi Zawa pas mal le soir, c'est vrai qu'on se rapproche un peu plus de ce ton-là. Mais à la base, le pari Dany et Raz, c'était vraiment le McDo, le ratisser large. C'est vrai des fois, on s'interroge sur le fait qu'on a peut-être perdu un peu de cet esprit-là. Mais ça reste intéressant, ça reste drôle, hein, moi je trouve, Raz et Cassandre. Et en fait, progressivement, comme notre structure a évolué, on s'est retrouvé dans une situation. Nous, on a des boulots avec à côté. Ilias aussi, ouais. Donc déjà, et on a des boulots. Il y en a 2 sur 3 qui sont soignants. Et donc on a des gardes, on a des week-ends où on bosse et tout. Donc on peut pas avoir un planning, tu vois, de streaming hyper carré. Ouais. Autre chose, comme on stream pas aussi souvent que les autres et tout, en fait on n'est pas très bon en stream, je pense qu'il faut être un peu honnête, tu vois, le truc. Est-ce que c'est surtout que vous arrivez pas à vous détendre en fait? Vous êtes coincé un peu dans le ton que vous avez décidé de prendre, quoi. Moi je le vois aussi comme ça. Mais c'est peut-être aussi parce que vous êtes pas taillé pour l'exercice, en matière de sociologie, en matière de ce que vous êtes, tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas des vrais streamers entre guillemets et on est moins bon que plein d'autres, tu vois, que Samo, que Ribo par exemple pour le faire, quoi. Ouais, c'est que c'est différent, quoi. C'est que vous êtes plus des capsuleurs que des streamers, quoi. Le but, Ouais, c'est ça. c'est de faire des capsules et de créer presque à échelle industrielle du contenu qui va se retrouver sur YouTube. Leur problème, ce sont des médecins. Bah, en fait, là où j'ai envie de relativiser, c'est que Paduring, pris individuellement, dans l'exercice, il était bon, hein. Genre le truc en mode... justement, la période que je regrettais un peu plus moi, personnellement. Après, c'est mon avis personnel, c'est mes goûts. Mais ouais, je regrette la période un peu wokodélique, tu vois. Quoi, les petits bourges marxistes peuvent pas être des vrais streamers, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est aussi... C'est un certain sociolecte, en fait, Ribo, par rapport à la manière de parler de politique, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis par rapport à Pas du Team. Mais je le dis par rapport à toi aussi. Peut-être moins pour le Moicast, que je regarde pas assez son contenu et tout, mais voilà. Mais oui. Donc moi, oui, alors peut-être que moi j'ai plus de viewers que vous sur Twitch, mais sur YouTube, le nombre de viewers que vous avez, ouais. L'audience que vous avez sur YouTube, voilà, c'est juste que c'est 2 approches très différentes, mais c'est... On fait un format qui est carrément plus adapté à YouTube. Mais toi, Ribo, t'es plus hybride. Justement, t'as moins de blocage. T'arrives à jouer soit sur le ton justement un peu plus capsule consensuelle et tout, et jouer un peu sur le côté trashy, et des fois tu te prends des sauces, notamment le truc sur Kirk et tout. Voilà, tu joues sur les 2 registres, t'es polyvalent de ce point de vue-là. Alors que nous, à Zawa, c'est plus que on a notre lane, ça veut dire que ça va être Cassandre qui va pouvoir faire les capsules, qui va avoir ce ton de base, tandis que, je sais pas, moi et Ilias, on va être les sales gosses, tu vois. Et Wissam, pour le coup, il est polyvalent, parce qu'il est entre mi-capsule, mi-sérieux, mi-rigolade. Il y a vraiment 2 identités, voire même, chez Wissam, j'ai presque envie de dire, c'est l'image du cheval qui court dans les 2 directions. C'est qu'il a envie d'être oui la saucisse, et des fois il a envie d'être Wissam Xelka, le militant décolonial. Et en fait, des fois, il essaye d'articuler ça, et des fois, c'est ça le travail, tu vois. Quel est son devenir? Est-ce qu'il doit devenir l'un ou l'autre plus que l'un ou l'autre? Tu vois, il y a ce truc de proximité, d'horizontalité, comme tu disais, qui existe vraiment. Mais il y a vraiment un truc parasocial très fort avec Twitch qui peut être très bénéfique, mais qui peut avoir un côté un peu malsain dans certains côtés, surtout quand c'est des gens qui sont très connus, très appréciés, tu vois, où il y a vraiment la plateforme, elle prend 30% sur chaque sub, faut rappeler ça quand même, hein, que Jeff Bezos prend 30%. Alors, pour les gros streamers, sinon c'est 50%. Pour les petits streamers, c'est à partir de 300 subs individuels par mois que tu peux demander le partenariat qui te permet d'avoir 30%. Mais sinon, pour les plus petits streamers, c'est 50%. Donc tu te fais baiser, quoi. Genre, c'est... Et quand tu passes ce cap, l'augmentation des revenus, elle est drastique. Ça veut dire qu'une fois que tu passes les 300, paf, t'as 400 ou 500 balles de plus par mois en moyenne. C'est vrai que ça permet de respirer, quoi. À une époque, j'avais pas ce 30% et je respirais pas. Et donc la plateforme est vraiment pensée pour que les gens restent très longtemps et donnent beaucoup, et il y a un truc d'engagement, voilà, le train de la hype, etc. Et je comprends, si tu veux, qu'on joue ce jeu, enfin je suis pas dans un truc de c'est méchant de le faire, etc. Mais la structure de la plateforme qui est pensée par un capitaliste pour faire beaucoup de pognon. Oui, mais alors, c'est opposer Twitch et YouTube. Dire que YouTube n'a pas de logique de ce type, bon... Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pense à partir de la plateforme de YouTube, du puritanisme américain en matière de contenu.
comment on pense une minia, comment on pense un titre. Enfin, je veux dire, bon là, on est pris, quelle que soit la plateforme, on est pris dans des logiques comme ça. YouTube, c'est un peu pareil économiquement, mais c'est beaucoup moins axé parasocial. En tout cas, en tant que créateur de contenu, t'as l'impression que ça l'est moins. Mais il y a quand même des viewers et il y a quand même du parasocial. C'est juste que tu en as moins l'expérience. Mais bien sûr qu'il existe. Il y a vraiment plusieurs boulots différents dans le boulot militant. Il y a des gens qui vont faire, tu vois, comme ce que tu dis, des gens qui viennent te regarder, raconter des blagues et machin, et en fait toi derrière t'arrives et tu tiens un discours antiraciste et tout. Enfin, tu vois, c'est hyper intéressant. C'est pas le même. Tu vois, toi Ribot, tu fais vraiment de l'analyse d'actualité du commentaire. Ouais, moi c'est beaucoup de commentaires et pas mal, un peu de et divertissement aussi quand même. Et nous, on est des gens qui venons au départ des organisations syndicales, politiques, etc. Pour toi, oui. Pour Chris, oui. Pour Paduring, un peu moins. Et même pour toi, est-ce que ça s'est pas construit aussi pendant? Toi, c'est... Bon, bref. En tout cas, ils tiennent à se vendre avec ce vernis-là. Moi, c'est ce que je vois. C'est vraiment la direction qu'ils ont prise. Nous, on a cette légitimité. L'hégémonie politique, elle est vraiment à gauche. Et ça, c'est un gros boulot qui a été fait par les producteurs de contenu aussi, tu vois. Et donc, nous, là-dedans, est-ce qu'on sert à quelque chose? Franchement, pas forcément. Et du coup, voilà, on vient de supprimer notre chaîne Twitch d'ailleurs. Et donc, je viens vous raconter ça sur Twitch. Désolé. Du coup, c'est intéressant, ça donne du grain à moudre débat pour le coup. Mais on s'est croisés, voilà, pour tout vous dire, j'ai croisé Ribot juste avant, je lui ai dit Ribot, il faut que je te dise quand même, parce qu'en fait, c'est une décision qu'on a prise collectivement et qui s'est faite un peu par hasard cet été, comme on n'a pas pu streamer parce qu'on était, je vais pas raconter, mais on avait des contraintes qui faisaient qu'on pouvait pas. Ouais, après moi je trouve ok, eux ils le présentent comme ça, elle le présente comme ça, mais moi je trouve que honnêtement c'est aussi parce que à l'exercice Paduring, oui effectivement là où il apportait pas grand chose, c'est que il rentrait pas dans l'exercice d'échange et il tournait juste des capsules en chaîne, et donc oui je peux comprendre que ça avait pas trop son utilité. Mais du coup bon. Et c'est vrai que moi je le vois aussi quand ça sort de la communauté, c'est-à-dire que quand tu as commencé à discuter avec des gens et créer cette proximité avec ton audience, ce qui peut être piégeux, ce qui peut être dangereux, c'est que y a la culture du clip, la culture de prendre des extraits et de pointer du doigt. Et en fait, des gens qui n'ont rien à voir avec l'échange, qui n'ont pas les contextes de ce qui s'est dit et de la relation que tu as avec ton audience. Ouais. Après, sincèrement, ça fait partie de l'exercice. Désormais, ça fait partie de l'exercice. Twitch gauchiste, tous ces trucs-là. Donc, il y a un effort à faire dans la manière dont... En fait, maintenant, c'est sûr que quand je dis une connerie, tout de suite, je pense au clip potentiel et je recontextualise, si bien que l'extrait même ne pourra pas se passer de la recontextualisation. Ou alors, voilà, ça sera facile de dire, la minute suivante, je dis ça, tu vois. Oui, il y avait Psyodilic avant, mais il faisait pas autant le travail, tu vois. C'est un travail de petite main, quand même, d'aller chercher sur chaque stream, d'aller surveiller tous les streams de gauche. C'est un travail de petites mains. Et moi, mon avis, c'est que c'est des petites mains de Psyodélique qui font ça, à la base. Alors, voilà. Au début, je pensais que c'était des Israéliens, mais non. Enfin, des Israéliens, des proches de Sword of Salomon et tout, parce que dans la période, ils parlaient surtout de ça, mais non. Ça a l'air plus profil viewer Psyodélique, tu vois. Mais ça fait partie de l'exercice. Tu sais, je suis en mode... c'est pas déplorable. En fait, c'est même un bon signe. On a pas mal parlé de la chaîne Pas du Team. Je te propose qu'on regarde un tout petit extrait, parce que comme ça, les gens verront bien ce que tu dis sur le côté, on est très axé YouTube. Mais du coup, moi, j'ai envie de poser la question quand même. Du coup, qu'est-ce que Pas du Team a fait là, tu vois? Non mais bon. On regarde ça. Il est marqué Twitch sur le bandeau, quoi. Les amis, puis on en discute après. En fait, Internet, cet outil nouveau, est une bénédiction absolue pour nous, parce qu'en termes de diffusion, d'idées, de machin et tout, c'est super, mais il faut qu'on arrive à penser cet outil. Si chacun se dit, du coup, c'est bon, je me suis intéressé à la politique, j'ai regardé un truc, YouTube et tout, je me suis énervé avec ma youtubeuse qui m'a dit on s'énerve ensemble. Camarade, on s'énerve ensemble, mais go faire la révolution, tu vois. Donc, faut à un moment, on se syndique, on se met dans des partis, et après. Après, si tu peux pousser des gens à faire ça, c'est bien. Mais en fait, ce qui me rend triste, c'est de juste considérer sous l'angle d'une forme de médiocrité dont il faudrait pas se contenter le travail qui est fait sur Twitch ou de création de contenu. Et au bout d'un moment, on n'a pas des bureaux de recrutement, on fait avec nos moyens, tu vois. Donc c'est bien d'inviter les gens à se bouger, d'aller dans des groupes d'action, d'aller en manif et tout. Bien sûr qu'on le fait. Mais c'est bien aussi ce qu'on fait, tu vois, de base, c'est bien, quoi. Enfin, je crois. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, nous, quand on rencontre des viewers et tout, en fait, un tel est dans un groupe d'action, un tel est à la FI, un tel est, je sais pas moi, indiqué dans tel truc. Non, il y a quand même une certaine proportion de gens qui sont dans du politique concret, dans des assos, dans des trucs, non, vraiment. Et moi, si je peux servir un petit peu de courroie de transmission entre une partie, on va dire, du public de Klemovic qui s'intéresse à la politique, derrière, hop là, ils vont aller sur mon live, c'est un petit peu plus de gauche, c'est un petit peu plus radical, c'est un petit peu plus énervé, peut-être un peu plus rock'n'roll, je ne sais pas.
Désolé, mais c'est la manière la moins rock'n'roll de dire rock'n'roll, ça me fait rire. Un petit peu plus rock'n'roll, je ne sais pas. C'est trop mignon. Et bah, ça peut mener vers transformer toute cette énergie qu'il y a dans le Twitch de gauche, on va dire, tout ce bouillonnement qu'il y a, pour aller amener des gens vers du militantisme plus classique. Et moi, j'ai pu le voir un peu dans mes lives avec des primo-manifestants qui arrivaient, qui demandaient des conseils, ou même pour les législatives, comment je dois m'inscrire sur les listes électorales. Donc, c'est possible, mais il faut le faire et peut-être qu'il faudrait plus. Ça, faut qu'on spamme, hein. Et d'ailleurs, je le redis, les listes électorales, les gens, n'oubliez pas que ça peut partir très très vite, hein. On sait pas, hein. Peut-être que si le cornu tombe, censure du gouvernement, repartir très très vite. Alors Macron, il s'attache au pouvoir et il compte bien faire le truc jusqu'au bout, mais on sait jamais. Et puis il y a les municipales qui arrivent, vraiment, je répète, les listes électorales vérifiées. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une stratégie du pouvoir, que de vous désintéresser à la politique, que d'acheter votre silence, que votre repli normie individualiste sur vous-même, à vous dire que la politique c'est un truc de merde qui divise et que voilà, vous êtes au-dessus des partis. C'est du réalisme capitaliste, c'est voulu. Donc en fait, checkez si vous êtes inscrit, parce que c'est vraiment, genre, c'est une strate en fait. Les gens sont en mode, oh là là, le parti de l'abstention, vraiment, on devrait le compter, le vote blanc. Mais bien sûr qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont heureux que des gens votent pas, que les bourgeois votent, et vous non. Donc vérifiez que vous êtes sur liste. Je trouve ça hyper beau ce que tu viens de dire, mais si seulement sur Twitch, chaque stream n'était pas une chapelle ou une tour à si j'ai l'image du Tower Defense. Une chapelle, je trouve ça bien. À protéger contre les autres qui seraient les ennemis. Le problème de Twitch, c'est qu'en fait, moi c'est un truc que j'ai remarqué. Moi je suis arrivé tranquille, il y a eu les législatives, on m'a identifié comme streamer politique, et d'un seul coup je commence à parler avec des gens et tout, et souvent le truc qu'on me disait c'est ah mais tu parles avec un tel, ah d'accord, ok, ah moi je parle pas avec un tel, ah ouais d'accord. Ah bah oui. En plus, moi, Cass, lui, il a vraiment pris cette porte de... Tout le monde a voulu lui parler au début, que personne savait qui il était, et que globalement, quand il y a un mec noir qui arrive dans ce milieu, les gens sont des petites étoiles dans les yeux. La tokenerie, tu vois, ça... Voilà. Donc, oui, il a dû tomber dans les lores de tu parles pas à un tel, tu parles pas à un tel. Écoute, on t'invite, mais tu parles pas à un tel. Ça a dû le saouler, ça. Vouloir créer du lien, c'est bien. Bah en fait, t'as énormément de petites guéguerres de chapelle qui font qu'on n'a pas... Il a parlé à PDH, donc il a pris des grands risques. Parce que Uri Boutelji, c'est répulsif. Hein. C'est pas la seule raison, parce qu'il y a des raisons politiques très marquées. Mais mais pour moi, on peut passer outre ces raisons politiques. On a eu le NFP, donc on pourrait avoir le NFP de Twitch, tu vois. Et oui. Quoi qu'on a vu que c'est devenu, bref. Mais c'est lancé ici à la chaîne Twitch de l'UMA. NFP de Twitch. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi parfois des gens qui sont concurrents sur des parts de marché. Genre la Zawa au hasard, bien sûr. C'est de nous dont on parle un peu là. Voilà, il y a des gens qui regardent beaucoup. Un tel a plus d'audience que moi, moins d'audience que moi, machin. Qui fait que peut-être qu'il y a un problème aussi de est-ce que c'est possible dans cet écosystème de créer vraiment du lien, d'envoyer de la force, de créer des synergies, si on est tous... Enfin, s'il y a à chaque fois des dissensions en backstage, tu vois. Oui, mais ça, c'est inévitable. Mais ça veut pas dire que dans un moment politique important, les gens se retrouvent et font... Tu vois ? Je veux dire, faut pas oublier que la gauche vit de ses désaccords aussi. Si on est bon intellectuellement, c'est qu'on se travaille constamment au corps les uns les autres. Ça, faut pas l'oublier. Parce que un monde où tout le monde est d'accord, c'est soit une dictature, soit un parti fasciste. C'est très bien que tu abordes ça, parce que c'était justement ma prochaine question. On assiste effectivement à beaucoup de batailles idéologiques, de guéguerres sur les réseaux, sur Twitch, mais sur Twitter aussi beaucoup, ceux qui y sont encore. Ah, parle de nous. Est-ce que pour vous, les débats de gauche sur Internet, est-ce que c'est sain, est-ce que ça fait avancer, ou est-ce que c'est voué à l'échec et on devrait arrêter? T'as parlé de Twitter, pour moi sur Twitter c'est non. C'est dépolitisant de dire guéguerre, je suis d'accord. Oui, en mode non, mais il n'y a pas de propos politiques, c'est des guerres de chapelle. Moi en tout cas, ça me fait du mal vis-à-vis du débat féministe avec Dr Zoé. Désolé, non, c'était pas une guerre de chapelle, c'était vraiment, il y avait une rupture de ligne féministe qu'on a essayé d'exposer. On a exposé à la fois les choses qu'on pouvait exposer et à la fois on a essayé d'anticiper un peu ce que cette ligne voulait dire. Alors peut-être que des gens nous reprochent de oui, vous dites n'importe quoi, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Oui, ok, on fait un exercice d'anticipation, on essaye de creuser un peu qu'est-ce que le féminisme de Dr Zoé. Mais on l'a fait sérieusement ce travail. Et nous balancer à la gueule qu'on est juste une bande de harceleurs qu'on va ignorer, bon, évidemment que ça me fait du mal. Parce que j'ai passé 3 jours à lire des bouquins, à réviser, et j'étais pas seul. Il y avait Cassandre, il y avait Nonor, il y avait Doberman, enfin on a travaillé quoi. Genre, désolé, mais si on est une bande de harceleurs, on prendrait pas la peine de faire ça. Donc bon, cette séquence m'a frustré, c'est sûr. T'as parlé de Twitter, pour moi sur Twitter c'est non. Pour moi, s'il y avait plus de gens de gauche sur Twitter et qu'on laissait les gens d'extrême droite croupir dans leur fange sur Twitter, bah ça serait mieux, je pense. Je pense que ça nivelle vraiment par le bas le niveau du débat, parce qu'il y a les logiques. Je suis pas d'accord. Et je trouve que sur Twitter, ce truc est amplifié et t'as des clivages totalement artificiels. En fait, c'est une position luxueuse.
C'est une position que t'as parce que t'es un streamer et que maintenant tu peux parler. Mais pense à tous les gens qui, pour eux, c'est leur soupape d'expression. Ils font des tweets shitposts à la con, agressifs au possible et des fois complètement cons. Mais il faut le voir comme une cocotte minute. Twitter est une soupape pour la colère des gens. Et c'est pour ça que les gens, des fois, sont bêtes et méchants. Mais l'expression de cette bêtise et de cette méchanceté, elle est importante. Elle est importante. Et elle est créative. Et elle propose des terrains pour peut-être s'exprimer, réfléchir à comment s'exprimer. Enfin, je veux dire, à la base, moi j'étais une tweetos dégénérée qui m'attaquait à des terfs. Sur Twitter, avant que je sois moufette et tout ça, j'allais agresser des terfs sur Twitter comme une débile, à faire des débats insupportables que personne ne lisait. Ok, bah en tout cas ça m'a travaillé jusqu'à ce que je fasse des BD politiques, donc je réfléchisse à un nouveau mode d'expression, que ça marche et que je finisse sur Twitch. Donc en fait, je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, c'est un biais du survivant pour moi. Officiels qui naissent par-dessus et des gens qui sont en train de régler leurs comptes pour des raisons interpersonnelles font passer ça pour du débat politique. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils travaillent leur propre logiciel politique. C'est comme ça qu'ils se mettent à l'épreuve eux-mêmes dans un contexte qui est certes très agressif, mais safe parce que ça reste virtuel. Pour débattre à gauche, c'est inadapté, je trouve. Oui, pour débattre, oui, mais pour l'expression même, pourquoi pas. Mais après, pas pour le débat, mais même pour l'information. Moi, je te jure qu'il y a des gens qui s'informent vraiment avec Twitter. Enfin, tu sais, ils entrent dans une discussion et puis on leur file un PDF, ils vont le lire, ou un auteur, et ils se disent, vas-y, je vais le lire, et tu vois. Vraiment, en fait, c'est pas parce qu'on n'observe pas tous ces échanges qu'ils n'existent pas. Et voilà. Moi, j'ai un peu de... Tu vois, c'est pas parce que c'est des petits pseudos ou des comptes à 50 abonnés qu'il n'y a pas un humain derrière qui se pose des questions et qui est travaillé par les échanges qu'il a sur Twitter. Faut pas oublier ça. Je trouve que c'est vraiment... Faut pas faire ça. Je trouve qu'il faut vraiment pas faire ça. Et que, hélas, on l'a vu un petit peu, notamment cet été. Encore une fois, pour ceux qui suivent, je vais pas refaire tout ça, peu importe. Et c'est qu'il y a un manque d'organisation aussi. C'est qu'il y a un manque d'organisation et que, étant donné qu'effectivement Twitch, c'est un modèle économique où quand tu arrives à avoir une audience, que ton audience devient une communauté et que ta communauté te donne des subs, tu peux te retrouver à en vivre. Et s'il y a quelqu'un qui débarque sur le même créneau horaire que toi, sur le même créneau politique à peu près, bah de fait c'est un concurrent. De fait. Bah oui. Donc je veux dire, la plateforme pousse à effectivement pas tous nous organiser et tous nous coordonner. Bah, en tout cas, elle pousse à se poser la question de qui je respecte comme allié et qui je considère désormais un peu comme concurrent ou pas suffisamment proche pour m'en battre les couilles de prendre un créneau à la même, tu vois. Évidemment que ça te pousse à cette logique. Et c'est vrai que c'est un peu triste, mais c'est tout, c'est comme ça. Une fois qu'on est déjà installé, si on arrive à parler ensemble et si on arrive à créer quelque chose de plus collectif, moi je pense qu'on peut surpasser ça. Mais pour ça, à ce moment-là, il faudrait que les débats de gauche soient des vrais débats de fond, soient des vrais débats de qualité où on oppose des idées politiques plutôt que ça soit du règlement de compte par tweet et par stream drama instantané, quoi. Et pour ça, ça demande de peut-être réfléchir nos méthodes et peut-être plus se fédérer et voilà. Moi, je pense que c'est créer un faux dilemme de dire que l'un est forcément l'un et l'autre est forcément l'autre. Il y a toujours un peu des deux. Enfin, je veux dire, quand il y a un débat où Wissam attrape la veste sur la manière de parler de Norman Ajari sans l'avoir lu, en disant que c'est un petit connard d'américain bobo, qui devrait pas parler d'antiracisme et qui est anti-marxiste. Je veux dire, certes, c'est après une période avec Dany où t'as l'impression que c'est du règlement de compte, mais il y a quand même un fond politique très important. C'est le marxisme blanc et sa manière d'appréhender des courants non pas anti-marxistes, mais post-marxistes ou annexes aux marxistes ou qui essayent de s'étendre au-delà des sphères marxistes. Et en fait, désolé, mais moi je trouve ça précieux, genre c'est désolé. De toute façon, c'est la continuité du fait qu'on a toujours dit que Padutim avait un problème avec les affects. Et désolé, mais les affects, peut-être que ça les frustre, que ça soit des gens d'inspiration psychanalytique qui viennent en parler, mais ça veut pas dire qu'ils disent de la merde. Il suffit de creuser, hein. Et je dis ça en tant que meuf trans qui a haï au plus profond de mes tripes la psychanalyse parce que c'était les professionnels de santé, j'ai même du mal à les appeler professionnels de santé, auxquels j'étais confronté pour moi obtenir des hormones. Je les ai vomis, ces gens-là. Sauf que le travail que j'ai fait ensuite, c'est d'en lire quelques-uns pour me faire un avis. Mais visiblement, ils ont pas envie de le faire, mais bon. Derrière ces débats, il y a beaucoup d'affect. Et qu'en fait, quand on est dans une situation tellement aussi tendue, je veux dire, la vie de personne est en jeu quand même, quand on parle de l'extrême droite au pouvoir, des fascistes. On a tout un imaginaire déjà de ce qui pourrait se passer s'ils arrivent au pouvoir. Donc je pense que quand les gens sont dans une discussion, un débat sur des sujets très importants comme le racisme, la transphobie, l'antiphobie, tous ces sujets, il n'y a pas juste des arguments qui vont être échangés. Là où la droite est très forte là-dedans, c'est juste de parler de trucs sans vraiment s'engager et tout. Et nous on a nos vies derrière. Et donc je pense que les débats, c'est difficile de les avoir de manière apaisée et juste échanger des trucs, des idées, parce qu'on n'est pas... Mais peut-être qu'il faut abandonner cette idée que le débat sera apaisé. Peut-être abandonner cette idée. C'est peut-être ça aussi, c'est idéaliste aussi. Les débats seront violents, les débats seront moqueurs. Et à ce titre-là, faut peut-être être bon dans l'exercice.
Ou alors faut pas tenter l'exercice. Mais c'est vrai que c'est déplorable, c'est bien les débats apaisés. Mais que voulez-vous? On s'adapte au temps, on s'adapte à l'époque. Et si l'époque réclame des bretteurs, des salauds capables de balancer des scuds, eh ben il faut être bon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de pureté militante? Alors je sais que c'est un peu un gros mot qui veut pas forcément dire grand chose, mais est-ce que Si, ça veut dire quelque chose. c'est de ça aussi dont on parle? Zoé, qu'est-ce que t'en penses toi de l'état de la gauche sur internet? Ça me fait rire de reléguer ça au fait que ça soit un gros mot qui veut rien dire. Enfin, ça m'étonne pas d'un journaliste de l'humanité. Après, j'aime bien l'humanité. Ça m'étonne pas que ça le frustre. En fait, là, il y a eu plein de trucs différents et je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté cette question de la concurrence que tu as bien décrite et qui est aussi un problème inhérent à Twitch. Ça reste quand même un concept flou. Mais si c'est un concept flou, pourquoi on aurait des autrices féministes, queer et tout ça qui parleraient de ça? Pourquoi on aurait des antiracistes qui parlent de ça? Enfin, je veux dire, rappelle, le terme pipou, moi je l'ai réactualisé. Mais à la base, ça vient des milieux antiracistes des États-Unis. C'est un sujet, tu vois. Enfin, Toi, Samo, tu poses la question de face à la droite, face à l'extrême droite, comment on fait? Est-ce qu'on va débattre avec un abruti d'extrême droite? Tu vois, bon, globalement, je pense que là, on est à peu près maintenant. La gauche a passé cette idée de se dire, en fait, eux, soit on leur parle pas. je sais pas, moi si demain Thaïs Discussion veut débattre avec moi, j'y vais. Et je la bouffe, ça va être facile. C'est vrai, hein, c'est juste que moi je débat plus chez Zioclo, quoi. Je débat plus avec le fond de chiotte. Je me respecte. Mais par contre, on me propose des plus grosses têtes, j'y réfléchis. Alors, tu as envie de faire un nettoyage ethnique en France? Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tu vois, c'est bon, quoi. Tu veux un raciste, un antiraciste. Ouais, mais présenté comme ça, non. Mais il y a des strates qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, tu peux très bien partir sur une espèce de dialogue socratique où tu te mets pas en position de confrontation, mais t'essayes de pousser la logique pour voir jusqu'où elle s'écroule. Ou alors, tu peux avoir une forme de, non pas de supériorité, mais de radicalité horizontale. La radicalité horizontale, pour moi, c'est un peu le truc de t'es un humain, je suis un humain. Parlons humain. Et ça, c'est redoutable. Hein. Mélenchon, il le fait pas mal. C'est un peu toutes les logiques de on est des êtres qui respirent, on est des êtres qui puent, on est des êtres qui chient, qui mangent. Et à ce titre-là, vous devriez avoir de l'empathie pour des humains comme ceux qui sont en train de mourir à Gaza. C'est ce type de logique de radicalité horizontale, tu vois. On est des humains. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des strates, il y a des manières, il y a. En fait, c'est juste qu'on arrête de réfléchir. Mais on peut réfléchir à des tas de stratégies de débat. C'est un terrain très intéressant. Et justement, moi, je trouve que on a un peu tendance à bousculer ce terrain parce que on est en mode de toute façon, ça sert à rien de débattre avec eux, le débat sera pas apaisé. Oui, mais est-ce qu'on fait pas une erreur aussi à pas autoriser le fait que ça soit un champ de réflexion, un champ de créativité? Ouais, vraiment, on a arrêté d'avoir une réflexion sur les stratégies de la manière de débattre. Pourquoi? Parce que très souvent, l'argument qui est invoqué, c'est de dire, de toute façon, l'extrême droite, elle te met sur son terrain. Mais pourquoi on a arrêté de réfléchir à la manière dont nous, on pourrait les mettre sur le terrain? Tu vois? Comment on pourrait créer le terrain dans un débat? Comment on les fait rentrer sur notre terrain? On pourrait réfléchir à des stratégies comme ça. Enfin, vous croyez que quand un homme politique va débattre sur un plateau, il sait pas ce qu'il fait? Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire quand eux sont soumis à l'exercice? Je comprends pas en fait. Pour moi, c'est un abandon aussi. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un peu facile. Parce que la vérité, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui sont bons pour l'exercice et d'autres moins. Et en fait, plutôt que de reconnaître ça, et plutôt que d'avouer que on n'est peut-être pas si bon que ça à l'exercice, et que du coup on laisse ça à d'autres, on préfère créer une maxime générale qui est de dire ça ne sert à rien. Voilà, je trouve que c'est un peu l'hypocrisie sur le sujet. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont bons à l'exercice, il y en a qui le sont moins, et ça se travaille. Et même d'un point de vue théorique, ça se réfléchit, ça se développe. Il y a un terrain à développer. Comment on fait pour aller débattre avec un mec comme ça? Et après, bien évidemment, il y a un monde où le dispositif lui-même te rattrape. Et t'as beau être bon, si le montage fait en sorte d'assassiner ce que tu dis, eh ben t'es dans la merde. Mais on n'est pas encore dans une situation où, je sais pas moi, si on va même chez Zioclo, même si on va chez Zioclo est pas un connard au point de te couper la parole au montage pour te faire passer pour la pire des merdes. Si t'as été bon en débat avec t'es de gauche, il va laisser l'extrait, tu vois, c'est ce que je veux dire. On a encore des marges où le dispositif est pas entièrement contre nous, on peut s'en sortir, tu vois. Donc je sais pas. Moi, ma frustration, c'est que je trouve que c'est un truc de facilité, quoi. Parce que vous savez quoi? Un des non-dits de la gauche aussi, c'est de pas reconnaître les qualités de chacun et voire même de pas reconnaître qu'on est parfois pas bon dans un truc et que quelqu'un est meilleur que nous. Pourquoi? Parce que vu qu'on a un imaginaire de gauche, on a cette injonction à une espèce d'horizontalité des preneurs de parole. Vous savez, genre, tu es valide, tu es légitime, prends la parole. Tu n'es pas moins bon que les autres. En fait, la vérité, c'est qu'il y a une histoire d'expérience, il y a une histoire de théorie, il y a une histoire de punch en débat, et qu'à ce titre-là, on doit être capable de jauger les capacités de chacun. Et que le problème, c'est qu'à gauche, on a du mal à le faire parce qu'on a l'impression qu'on va se blesser les uns les autres quand on entre dans l'exercice. Désolé, mais moi j'assume. Voilà, c'est tout. Débat interne à la gauche, mais c'est hyper important.
Enfin, il faut qu'on puisse avoir des débats internes entre nous, et y compris qu'on se dise des trucs un peu, tu vois, je sais pas, quand le PCF il tient des positions islamophobes par exemple, et c'est normal qu'il y ait des camarades antiracistes qui arrivent et qui parlent fort, tu vois, et qui disent, ça c'est de la merde en fait, et on a le droit de se le dire de manière un peu costaud. Et c'est pas grave, tu vois. Moi, quand, je sais pas, un mec vient tenir un discours masculiniste de justification des violences sexuelles et tout, on a le droit d'arriver et de dire, non, en fait. Et ça, c'est pas acceptable. Et donc, tu vois, ce truc de, il faut se parler poliment, gentiment, etc. Bah, pas toujours, en fait. Et y compris au sein de notre camp, je trouve que c'est un truc qu'on se doit entre camarades, d'être capable de se dire, non, là, ça va pas, en fait, ça va pas. Et on a beau prendre du recul et tout ça, nous, tu vois, moi, par exemple, comme c'est pas mon métier, ma famille s'en fout, mes potes s'en foutent. J'ai à éteindre mon téléphone et je suis en dehors de ça. N'empêche que quand tu te prends pendant des mois et des mois et des mois et des mois, tu vois, des gens qui sont agressifs avec toi, qui t'insultent, qui sont derrière tous les trucs où tu parles et tout ça. Ah, c'est nous? Bah, à un moment, tu deviens, toi-même, t'es un être humain, tu vois. Donc toi aussi, tu deviens un peu con. Oui. Et ça, c'est un effet notamment communautaire d'Internet, qui est un des trucs qu'il va falloir qu'on discute pour qu'on puisse se dire, c'est sain de pouvoir débattre entre nous, il faut qu'on trouve des manières de débattre sainement entre nous. Oui, bah t'as complètement évité de le faire sur le féminisme. Hein. Débattre sainement, ça veut pas dire être toujours très poli. Par contre, débattre sainement, ça veut quand même aussi se dire que bah il y a des fois, en fait, ça part en couille parce que on est fatigué, puis qu'il y en a qui se comportent pas de la bonne manière aussi entre camarades, quoi. Et c'est quoi la bonne manière? Donc voilà. Question ouverte, hein. Moi j'ai pas la solution à tout, mais les derniers mois on essaye d'en tirer des enseignements. Oui, voilà, c'est ça. Elle décidera quand elle voudra y penser. Non, mais moi je pense que la vérité, c'est qu'elle s'est lancée dans un débat qu'elle maîtrise pas tant que ça. Je veux dire, revenir sur les grandes lignes du féminisme des années 80, McKinnon, aborder toutes ces spécificités-là de l'histoire féministe, ça lui demanderait de réviser. Et la vérité, c'est que bah moi je l'entends, son argument de je suis médecin, j'ai pas le temps pour ça. Ok. Mais c'est autre chose de dire qu'on est une bande de hypocrites, harceleurs et qu'elle nous répondra pas. Voilà, c'est un élément de facilité que de répondre ça. Voilà mon avis. Mais qu'elle ait pas envie d'entrer dans le débat, je le comprends. Mais après, voilà, c'est tout, on a répondu. Le mépris de ne pas avoir cité la Zawa. Bah écoutez, moi je préfère que ça soit comme ça parce que j'ai pas envie que ça parte sur un débat de alors Dany. Voilà, c'est bon, laissez-nous, c'est bon. Il n'y a pas eu beaucoup ça sur Twitch au sein de la gauche, et c'est plus quoi. Quand il y en a qui sont pas d'accord, les communes interposées, et je dis même pas ça pour clasher qui que ce soit quoi, mais ça devient en mode genre, oh il serait pas un peu unioniste celui-là, oh celle-là elle serait pas un peu ci, un peu ça, et du coup on crée assez peu de moments. Je trouve qu'il y a parfois des trucs de suspicion qui se créent par. Bah après ça c'est de la ligne politique, genre unioniste ou pas, c'est juste qu'il y a des gens ça les chauffe. C'est des sujets qui les énervent, il y en a d'autres moins, c'est normal. Exposé à la vie de plein de gens, il y a des gens, ils prennent le seum sur des trucs de cons. Mais du coup, je trouve pas ça toxique en fait, genre c'est normal. En fait, désolé Ribot, mais là tu réagis un peu comme Jean Massier quand il comprend pas pourquoi on lui tombe dessus pour François Hollande, ou tu vois. Et que c'est normal en fait. Communauté interposée, et qu'on n'a pas assez, mais c'est peut-être notre responsabilité à nous streamers, c'est un truc qu'on n'a pas bien fait, de créer des espaces de discussion pour, au lieu de laisser les points de clivage... Oui, après c'est vrai, on devrait plus discuter entre nous, oui. Ouais, mais après le truc c'est que nous personnellement on a toujours été dans le ensemble et à côté. Enfin je veux dire, rappelez-vous, DPDH, c'est ce qui se disait quoi, ensemble et à côté. C'est-à-dire qu'on est ensemble dans les moments où il faut être ensemble et à côté parce qu'on est quand même à côté. Genre c'est tout, c'est la vie. Je comprends pas cette idéalisation d'une espèce d'union sacrée. Elle se fait contextuellement. Et le fait d'être à côté le reste du temps, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, regardez, là récemment, il y avait toute la séquence avec PDH autour de l'intervention d'Ouria, autour de James Fonda, enfin son truc sur James Fonda, et puis après Sandra Lucbert qui tweet, et puis ensuite Morgan Merteuil qui attaque Sandra Lucbert. Moi, je trouve la séquence intéressante, mais je ne suis pas en mode Stan Ouria, elle n'a rien fait, Queen, Sandra Lucbert hors de nos luttes. Non. Moi aussi, j'avais des critiques à faire à Ouria et je l'ai exposé en stream. J'ai dit que effectivement, Ouria, elle a tendance à vouloir se débarrasser de cette question-là et du coup, elle en vient presque à reproduire de l'essentialisme, mais elle s'en rend pas compte. Et oui, mais pour moi, c'est une question sérieuse à adresser. Et du coup, le débat m'intéresse, sauf que c'est un débat de camarades. C'est-à-dire que Ouria, je comprends les raisons qui l'amènent à essentialiser des trucs et je lui reproche. Et pour autant, c'est pas une crucifixion politique. C'est un débat, c'est un dialogue. Et heureusement que ça se passe comme ça. Et du coup, à ce titre-là, nous sommes ensemble et à côté. PDH et Zawan ne sont pas la même entité. Et on avait des reproches à faire à Ouria. Comme de la même manière, on est ensemble avec elle sur plein d'autres sujets. Genre. Sur quel truc? Sur toute la période intervention James Fonda, le truc de la Pride des banlieues, tu vois, la croisière s'amuse, tout ce truc-là auquel Sandra Lucbert a répondu. Et moi, j'ai même des critiques à faire à Sandra Lucbert sur ce qu'elle a dit, quoi. Enfin, le truc de tu as mis du communisme dans ton antiracisme, c'est hyper irrespectueux parce que Ouria,
n'est pas une meuf qui d'un coup, par magie, serait intéressée au communisme pour venir apporter un apport à... Non, elle est d'une colonne vertébrale communiste de base. Genre, je peux pas lui enlever ça. Et du coup, il y a un peu un truc de l'ordre du mépris mal placé, de dire ah tu as vu comme tu as apporté du communisme à ton antiracisme, et ben fais la même chose pour les LGBT. Bah non. C'est aussi oublier que les luttes anti-impérialistes ont été profondément marquées par une ADN marxiste. Enfin, je veux dire, il y a des tas de luttes, que ça soit au Vietnam, que ça soit en Algérie, que ça soit même en Palestine, il y a plein. Enfin, je veux dire, le communisme est partout. Et des militants décoloniaux sont parfois des bien meilleurs communistes. Parce que eux, ils réussissent des révolutions là où nous, on les réussit pas, tu vois, aussi. Genre, c'est... Mais attends, Ribot, ouais, mais quand les points de clivage se règlent par shitpost Twitter interposé, je trouve ça toujours un peu gaze. Twitch permet des dialogues beaucoup plus cool et on en profite peu, je trouve. Je suis d'accord. Mais moi, je trouve que le procès qui nous est fait à Zawa, tu sais, un peu de manière équitable, en mode guerre de chapelle, on vous écoute plus sur les débats, et ne pas reconnaître quand même que la carte Joker, vous soutenez un violeur, et c'est pas nous qui l'amenons. Hein. Elle est toujours posée par le camp d'en face. Et globalement, si les débats deviennent inentendables et qu'ils se mêlent à un règlement de compte, c'est parce que cette carte est ressortie. Mais nous, on tient pas à la ressortir. On n'a pas forcément envie d'en reparler. Genre, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un peu injuste. Mais bon. Et en même temps, on est inentendable parce qu'il y a des gens qui entretiennent quand même un seum et beaucoup de suspicions à propos de ce qui s'est passé durant cette histoire-là. Et on le reconnaît. Et c'est pour ça qu'on fait avec. Il va bien falloir en reparler un jour pourtant, mais oui. Ouais, mais est-ce que c'est à nous de le faire? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas notre histoire. Hein. Je sais que vous voulez des explications. Vous n'avez pas eu toute la vérité selon vous. Alors déjà, première question, est-ce que vous méritez d'avoir toute la vérité? C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est des situations humaines, c'est des histoires humaines. Et là, je parle de Dany directement. Est-ce que vous méritez? Enfin, je veux dire, si Dany disparaît et n'a plus envie de revenir, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas que d'avoir toute la vérité sur tout, tu vois. Et effectivement, il y a plein d'informations, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Et c'est parce que c'est pas à nous de les dire. Nous, on continue notre route, tu vois. Si Dany un jour revient et veut s'expliquer, bah, c'est son histoire. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas derrière lui, et voire même, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de nouvelles. Donc voilà, c'est... Oui, mais ce que vous avez dit, il faudrait en parler aussi un peu plus précisément. Mais la vérité, c'est que tu sais même plus vraiment me dire ce qu'on a dit. En fait, il y a tellement de choses, tellement d'interprétations, d'effets de téléphone arabe, de gens qui ont déformé, de gens qui sortent des trucs de nulle part et qui le contextualisent n'importe comment, que vous savez vraiment... En fait, vous savez même pas vraiment quelle question poser. Voilà la vérité. Après, bien sûr qu'il y a des questions à poser, mais en fait, ce fameux truc de on veut savoir. Oui, mais vous savez même pas vraiment ce que vous voulez savoir. Vous savez même pas vraiment à quelle réponse vous attendre. C'est ça le truc. Donc, Moi, je peux imaginer un monde où les streamers de gauche se font moins clasher sur Twitter. Bon, il y aura toujours les petits trolls habituels qui parfois sont aussi pertinents. Hein. Moi, je les aime bien. Hein. Dans l'ensemble. Après, t'aimes bien les attaquer quand même. Dès qu'il y a un peu un troll, un peu edgy, bon. Que ça soit Clément, que ça soit infâme. Voilà, après, c'est pas pour dire que je les aime profondément, mais je trouve qu'ils ont leur utilité, quand bien même c'est du poil à gratter pour nous, tu vois. Et que c'est bizarre, c'est un peu bizarre. Mais c'est le signe que le paysage politique de la gauche s'élargit. Et je pense que simplement les attaquer sur la forme, c'est passer à côté de l'évolution de la gauche dans une certaine plus grande envergure, quoi. Moi, la balle, je la prends, la critique, je l'entends. Oui. Mais peut-être que, justement, en faisant d'autres démarches et en faisant d'autres trucs, bah même ces critiques-là, on les ferait taire pour les bonnes raisons, quoi. Peut-être que c'est aussi un peu notre responsabilité, je sais pas. Et en fait, là où les gens sont hypocrites, c'est que c'est un rapport de proportion. C'est que quand Gareth Jones dit fuck J.K. Rowling, d'un coup, tous ceux qui avaient ce discours-là se mettent à sucer. Parce qu'ils ont quand même un peu ce truc de ah, elle parle quand même à beaucoup de gens, du coup, ça fait du bien. Même si c'est un peu le minimum syndical, d'un coup, ça fait du bien quand même. Bon bah les gens, moi je vais m'arrêter là. Je pense que la plupart des choses ont été dites, le débat était intéressant. Et j'espère que vous avez trouvé que ça va, quoi. Mon but, c'est pas de mordre à la jugulaire, quoi. Justement, le débat m'intéressait. Écoutez les gens, des bisous, à bientôt, et voilà quoi.